politique, militant panafricaniste. Cette soirée est inscrite à l'ordre du jour une émission particulière portant sur les élections présidentielles au Cameroun, spécifiquement l'analyse du cadre électoral. Monsieur le Président, dans la préparation de cette émission, nous avons essayé de segmenter l'évolution de ce cadre électoral, notamment ses dimensions historiques, ses dimensions techniques, ses dimensions politiques, anthropologiques, et les soumettre à votre analyse. Donc, Monsieur le Président, vous allez aborder la casquette d'homme politique purement camerounais pour répondre à cette question. Je passerai donc la parole à Madame Yepni. Alors, Monsieur le Président, comme on l'a dit tantôt, nous allons nous balader sur plusieurs casquettes cet après-midi, mais avant de commencer à entrer dans les vifs du sujet, c'est-à-dire d'autres dimensions anthropologiques, historiques, mais même aussi de l'actualité, nous allons commencer par le mode basique. J'appelle ça les bases. Nous allons commencer donc à vous poser, nous commencerons d'abord à vouloir votre impression, bien votre idée sur des définitions telles que le système électoral, le cadre électoral, le code électoral et enfin, quelle est la relation entre ces trois concepts? Code électoral, oui. Système électoral. Cadre électoral. Voilà. Et quoi encore système électoral? On avait le système électoral. Oui. C'est quoi un système électoral? Ben, un système électoral, c'est un régime juridique par lequel un pays crée les conditions qui permettent la constitution d'un corps électoral, justement. D'un corps électoral. C'est important, hein, parce que le corps électoral, c'est des personnes capables de voter déjà, le corps électoral. Quand on convoque un corps électoral, ça suppose qu'il y a déjà eu, les listes sont constituées, mises à jour, etc., en fonction des modalités juridiques que le pays s'est donné. C'est pas maintenant le système électoral dont lui est le mécanisme juridique, si vous voulez, qui permet donc de créer les conditions favorisant l'émergence d'un corps électoral. Système électoral. Donc il y a ça. Un code électoral, n'est-ce pas, c'est encore plus précis, le code électoral. Le code électoral renvoie à une loi, si on prend le code comme à une loi, mais je pense que c'est un peu universel, la loi, parce que ça renvoie à une loi, n'est-ce pas, qui spécifie de manière précise les opérations, le déroulement des opérations électorales. Les opérations électorales, en supposant qu'évidemment le mode de scrutin est défini, parce que c'est aussi ça, les prérogatives d'un code électoral, je vais y arriver. Donc, un code électoral permet, n'est-ce pas, de bien spécifier le déroulement, n'est-ce pas, des opérations électorales, pré-électoralement parlant, électoralement parlant et post-électoralement parlant. Voilà. Merci, bien dit, Monsieur le Président. Et enfin, ouais. Le cadre électoral. Le cadre électoral. Bon, si vous faites des recherches, vous verrez que le mot cadre électoral est rarement défini en tant que tel. Quand vous demandez la question du cadre électoral, on va vous renvoyer au système électoral, on va vous renvoyer au code électoral, etc. Tout ce qui va avec. Parce que la notion de cadre électoral, de mon point de vue, est plus vaste, plus englobante. Elle est plus englobante parce que elle prend en compte, elle est censée refléter des dimensions qui dépassent le cadre juridique, qui dépassent le cadre de la loi. Même si la loi peut intégrer en son sein, n'est-ce pas, les aspects, n'est-ce pas, qui normalement doivent se retrouver dans le cadre. C'est vrai que c'est une forme de corruption au sens objectif du mot, peut nous amener à assimiler cadre électoral à régime juridique, n'est-ce pas, à système électoral, parce que tout ça se traduit toujours sous une forme juridique. Mais le cadre électoral va plus loin que ça. Le cadre électoral, c'est l'ensemble de la dynamique. C'est l'ensemble de la dynamique
même si elle s'exprime sur un modèle juridique, mais c'est l'ensemble de la dynamique politique, n'est-ce pas, qui n'est-ce pas, se reflète dans une forme juridique donnée en ce qui concerne les élections. Alors, l'interaction entre les trois, vous l'avez dit ça. Alors, pour bien comprendre ça, c'est vrai que ces notions sont très proches, parce que la forme habituelle de leur traduction concrète, c'est une loi. C'est la loi électorale. C'est le code électoral. C'est l'ensemble des dispositions juridiques, n'est-ce pas, qu'un pays se donne pour dégager un corps électoral, pour dégager une représentation nationale, n'est-ce pas, pour désigner le principal dirigeant du pays. Mais je vais essayer d'aller un peu loin pour éclairer la lanterne de ceux qui nous écoutent. Si on prend le cas d'un pays comme le Cameroun, je vais vous faire une observation. Vous allez voir que quand on parle quand on fait le débat sur les questions électorales au Cameroun, il y a des sujets qui sont absents. À l'instar de... Tout à l'heure, je reviendrai. La question, par exemple, du découpage électoral. Nous allions donc aborder ça dans une autre dimension, la dimension politique. Je vais y revenir tout à l'heure. Elle n'est pas seulement politique, elle est fondamentale pour démontrer quelque chose sur lequel tout à l'heure je reviendrai. Mais je vous dis, le découpage électoral, les questions liées à la maîtrise du calendrier électoral, de la détermination même du cadre électoral, etc. Bon, vous voyez que ce sont des questions, n'est-ce pas, qui prennent la forme juridique, mais sont éminemment politiques. Sont éminemment politiques. Alors, ça explique quoi? Vous voyez donc que le non-dit qui est fait sur ce sujet dans le cadre des réclamations qu'il y a au niveau du Cameroun vous montre, n'est-ce pas, trahit le fait que, trahir l'impensé. Un non-dit politique, n'est-ce pas, politique, mais qui révèle donc maintenant, si on veut, pour revenir à votre question, le lien qu'il y a entre ces trois-là. Le lien est politique. Il y a un lien politique entre cadre, code électoral et le système électoral. Il y a un lien de consanguinité juridique qui lie ces notions, même si on peut les distinguer comme j'ai essayé de le faire. Il y a ce lien-là. Il y a le lien politique. Il y a le lien politique parce qu'un cadre électoral, un système électoral, un code électoral est quand même le produit d'un rapport de force politique, est quand même le produit de l'organisation politique d'une société, au niveau de ses hiérarchies les plus élevées. Bon, tout ça. Donc, vous voyez que c'est ça qui est le lien. Donc, ces notions traitent fondamentalement d'un même objet majeur. La question de la licité entre les élus et les votants, d'une part, entre comment dire ça, entre les élus et les votants, mais entre les acteurs politiques et les systèmes juridiques ou réglementaires ou administratifs qui, par exemple, sont appelés à trancher les contentieux. Les contentieux. Voilà. On parle au-delà. On peut aussi évaluer cette consanguinité, ces liens qui unissent, n'est-ce pas, ces trois notions, peuvent être évalués par la relation entre l'institution la plus élevée d'un pays, la présidence, dans une certaine mesure, le Parlement, dans une certaine mesure, du moins les différentes assemblées élues et les citoyens. Donc voilà un peu de manière schématique ce qu'on peut dire, n'est-ce pas, pour répondre à votre question. Pour vous relancer toujours à la suite des
les définitions que vous avez apportées à ces différentes notions que nous avons mis sur la table, Monsieur le Président. Vous avez parlé d'un lien politique. Il s'agit de quoi concrètement pour ceux qui nous écoutent? Vous avez parlé, vous avez dit le cadre électoral, le système électoral, le code électoral ont un lien politique. Quand vous parlez de lien politique, il s'agit de quoi? Des intérêts de pouvoir, l'affrontement pour il s'agit d'abord de la désignation des élus. La désignation du principal dirigeant d'un pays. Donc le lien, il est là. Il est là. Donc il y a des enjeux au-delà du lien. Ces notions-là sont liées par les enjeux politiques qu'elles sont censées gérer, envelopper, traduire dans une forme, je répète encore une fois le plus, juridique. Donc le lien, il est là. Le lien, il est là. Donc, je répète encore, ce sont des notions, elles revêtent des formes juridiques, mais sont fondamentalement politiques. Vraiment, ce sont des notions, j'allais dire, politico-juridiques. Monsieur le Président, nous allons avancer dans cette émission. Vous avez posé les bases en définissant ces différentes notions. Nous allons aborder la dimension historique de ce système, parce que nous voulons parler du système électoral, parce qu'il englobe tous ces enjeux-là que vous avez mis sur la table. Monsieur le Président, ce système ne tombe pas du ciel. Il a une origine. Et quand nous préparions cette émission, nous avons essayé de fouiller quels sont les moments de la vie politique camerounaise, c'est-à-dire les moments où la population camerounaise a participé aux élections, à la maturité de son environnement politique, si je peux dire ça comme ça. Et nous avons vu que ça part depuis la tutelle franco-britannique. Et ça a évolué jusqu'au cadre actuel, et les CAM. Monsieur le Président, nous avons remarqué qu'il y a eu 3 grandes assemblées. L'Assemblée représentative, l'Assemblée territoriale, l'Assemblée législative nationale. Et ensuite, il y a eu le parti unique qui a évolué avec le monsieur Aïdjo, ensuite monsieur Biya, et ensuite la période du multipartisme, avec toutes les réformes constitutionnelles qu'il y a eu. Monsieur le Président, nous avons remarqué un fait, c'est que dans cette évolution historique, il y avait toujours un enjeu. L'enjeu de la lutte pour la souveraineté, l'indépendance, souveraineté, indépendance et amélioration des conditions de vie des populations. Et une autre faction qui n'était pas pour ces idéaux-là. Ils s'affrontaient tout au long de cette évolution historique du cadre électoral. Pour vous, quels sont les temps forts ou alors les temps marquants de cette évolution dans la vie politique du Cameroun? Bon, les temps forts, les temps marquants, si on veut parler d'élections et du cadre électoral, du système électoral, du régime électoral, du code électoral, pour rester dans notre sujet, ben, ce n'est que lorsque, à la faveur de la montée en puissance, de la revendication décolonisatrice dans le monde, et en particulier depuis la défaite de la France à Dien Bien Phu et la guerre d'Algérie, elle a été obligée de... Vous parlez de qui, la France? La France, oui, d'amorcer, veut ou pas, malgré elle, la question de la décolonisation, ont été introduits dans le cadre de la loi cadre Gaston de Fer, un ensemble d'évolutions majeures sur le plan politique, en colonie, j'insiste, en colonie. Mais bon, comme le Cameroun s'est vu imposer un système biface, avec une face soit dite anglophone et une face soit dite francophone, la question, n'est-ce pas, rejaillit autrement en région dite anglophone à cause de la ruse britannique qui a fait croire que la colonisation britannique était plus douce, moins brutale que celle de la France. C'est dans le cadre de ce qu'on appelait le self-government. Ça permettait l'élection dans les zones dites anglophones, des House of Chiefs, des choses comme ça. Il y avait des formes, n'est-ce pas, de modalités de représentation, n'est-ce pas, de représentation de ce que les Anglais appelaient les natives, les indigènes.
indigènes dans le cadre du self-government. Alors, c'était un dosage savant de respect des mœurs et des institutions autochtones et les apports, n'est-ce pas, de ce qu'on appelle la modernité électorale occidentale. Donc, il est important de rappeler ça. Donc, c'est important, pour le cas du Cameroun, c'est important de rappeler ça. Mais ce qui est génial dans votre interrogation, c'est que vous soulevez un fait. Ce qu'on pourrait appeler la constante des cadres électoraux avec ce qui va avec son coloré de code électoral, c'est qui le caractère constant, c'est que les élections en colonie ont créé une situation qui fait que le suffrage soit universel ou pas. Parce que dans le cadre, si on parle du Cameroun, vous savez que vous avez parlé de l'ACAM, etc., avant l'arrivée de l'Assemblée nationale. Au Cameroun, il y avait deux collèges. Il y a eu deux collèges avant l'indépendance, deux collèges. Il y a un premier collège représentant les colons, les blancs, qui étaient là, le Haut-Jour et consorts, et le second collège qui... représentant du Cameroun. Des indigènes. Des indigènes, ouais, très bien que déjà, il y avait de ça. C'était sur une base raciste et politique dans le sens de la prise en compte des intérêts du colonat local. Deuxièmement, maintenant, de manière plus générale, les élections ont toujours été faites dans le cadre d'une tutelle sous la férule d'un père sévère. Donc, quand, après la conférence de Brazzaville, la loi 4, la conférence de Brazzaville, on introduit le multipartisme, les soi-disant libertés dans les colonies et les colonies françaises, dont le Cameroun, ben, il y a un jeu politique, entre guillemets. Je répète, on est en colonie. Je répète, parce que il faut que les gens comprennent pourquoi le NP met toutes ses forces à sensibiliser, à interpeller les gens sur la notion de démocratie néocoloniale. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Avant les indépendances, la France a introduit la démocratie néocoloniale. C'est-à-dire une démocratie qui conforte les intérêts du colon et du colonat local. Une démocratie qui, quel que soit son dynamisme et sa vivacité, ne remet pas en cause la colonie. C'est important. Ne remet pas en cause les rapports coloniaux. Le père sévère des élections avant l'indépendance en colonie, c'était le gouverneur colonial représentant la métropole. C'était le père sévère. Il s'assurait que les élections soient extrêmement transparentes, mais pourvu que les patriotes n'émergent pas. Qu'aucune force anticolonialiste n'émerge. C'est le contentieux. C'est le problème national camerounais. C'est ça qui va aboutir à l'élimination électorale de l'UPC, à la guerre d'indépendance. Donc pour vous, ce caractère colonial... C'est le caractère constant des élections au Cameroun. Je salue votre génie. C'est le principal caractère. Parce que quand vous allez voir les analyses des juristes camerounais qui commentent le code électoral, ils ne connaissent pas ça. Il n'y a pas ça dedans. Soit ils omettent ça à dessein, soit ils ne connaissent pas. Parce que dans leurs études, ils se limitent à étudier le code électoral tel qu'on l'a présenté sous forme de la loi. Bon, ça fait sourire pour des juristes. Ça s'appelle c'est même pas, c'est du pur juridisme. C'est-à-dire que c'est même pas, ça dit juridique. Ce sont des études sans épaisseur. Je suis désolé. Malgré le respect que j'ai pour eux, hein. C'est obligé de le dire. Parce que, vous voyez, la notion de père sévère, la notion de tutelle, commence, d'abord, tout ce que la France a fait à ce moment-là, y compris l'Angleterre, les deux faisaient. D'abord, c'était sous la tutelle des régimes de mandat et des régimes de tutelle. Ça, c'est la tutelle
onusienne. Ça, c'est le regard onusien. Mais Monsieur le Président, au Attendez. départ, l'ONU était favorable à l'autodétermination et à l'indépendance des anciennes colonies. Mais quand nous regardons le régime de mandat et de tutelle, notamment le régime de tutelle exercé par la France, le Cameroun, de fait, est devenu une colonie. Pourtant, la France devait juste accompagner ce mouvement politique. Ça, nous l'avons déjà expliqué. C'est-à-dire que, moi je vais appeler ça, c'est la contradiction principale. C'est le problème du Cameroun. C'est le malheur historique du Cameroun. C'est ça qui explique tout. Le fait qu'on a transformé en colonie un pays qui n'était pas une colonie. Et tout ça sous le regard de l'ONU, qui a laissé faire. Parce que nous voyons les représentants voilà, du Cameroun à cette époque, tout à fait, étaient pratiquement alignés sur les intérêts français. Tout à fait. C'est-à-dire qu'ils ont laissé faire. La France savait comment manœuvrer à l'ONU pour que l'ONU ferme les yeux. Alors que le mandat de tutelle était clair. C'était clair, c'était le document à partir duquel on évaluait l'action française. Mais l'ONU a fermé les yeux. Alors, donc, écoutez bien, c'est-à-dire que le caractère fondamental, l'élément déterminant, quand on parle du cadre électoral au Cameroun, quand on parle du système électoral, du code électoral, c'est ce qu'on veut dire, c'est l'élément de base. Mais bizarrement, aucun acteur n'en parle. Les études qu'on fait n'en parlent pas, on omet ça. Pourtant, c'est l'élément déterminant, c'est un non-dit. C'est un refoulé. Mais comme tous les refoulés, il est très puissant. Quand il revient, parce qu'il revient toujours à la surface, et il agit sur le mode du refoulé. Le fait que les élections au Cameroun ont toujours eu besoin d'une tutelle, de la figure d'un père sévère, qui, n'est-ce pas, est au-dessus de la loi, du code électoral, et qui se permet, lui, de définir les objectifs finaux, les buts, les finalités, n'est-ce pas, non juridiques, de mécanismes électoraux formulés juridiquement. Ça veut dire quoi? Ça veut donc dire que, avant l'indépendance, je répète encore, c'était le gouverneur colonial, si vous voulez, l'État colonial, incarné par le gouverneur, c'est lui qui était là. Il y avait une loi électorale, il ne faut pas qu'il y avait un cadre juridique qui était là, mais c'est le gouverneur, ce cadre juridique était, je veux vous choquer, hein. Du point de vue du gouverneur colonial de la France colonisatrice qui définissait le code électoral de l'époque, il y a un pas de trucage. Je répète encore, il y a trucage, c'est-à-dire que c'est en référence à un point de départ qu'il y a trucage. Bien évidemment. C'est-à-dire que à l'époque, la France ne pouvait pas dire, ne pouvait pas autoriser l'Angleterre de venir critiquer ce qui s'était passé dans sa colonie. Vice-versa, etc. Donc, je peux dire que, mais c'était très transparent dans le sens où, mais ça confondait l'ordre colonial. Puisque la référence, la raison avérée des élections, telle que déclinée par le donneur d'ordre, par celui qui décide que voici le cadre dans lequel vont se dérouler les élections, c'était quoi? C'était que faire les élections, voter, mais vous ne mettez pas en cause les intérêts de la France et du colonial local. À l'indépendance, le père sévère, c'est qui? C'est M. Ahidjo et le parti unique. C'est le père sévère. Il y a élection, si vous voulez, dans le cadre du parti unique, tout ce que vous voulez. Ça ne doit pas remettre en cause comment on dit ça, les intérêts du Cameroun tels que M. Ahidjo le défendait. Mais nous connaissons qui est Ahidjo. Il défendait les intérêts du Cameroun sans froisser la France. Il défendait les intérêts du Cameroun dans le cadre de la France-Afrique. Tel que l'indépendance l'ont généré. Après le président Ahidjo, le père sévère des élections au Cameroun, c'est le président Biya. Je rappelle ça pour dire que, pour montrer à quel niveau les débats qu'on fait sur les élections au Cameroun sont hors sujet. Ces débats ne correspondent en rien à ce qui concerne les intérêts fondamentaux de ce pays et la prise en charge de l'histoire du Cameroun, de toute l'histoire du Cameroun. C'est pour ça que c'est un débat terrible. Et ça fait que le terrain est miné, le sujet est pollué, et les gens baignent dans une ignorance savamment organisée. Mais tout ça,
dans le cadre d'une espèce de pédantisme, de vantardise pour les experts, nous maîtrisons le code électoral. Voilà la réalité du code électoral. Le père sévère. Si vous contestez au président Biya de revendiquer le père sévère, vous devez remonter au début de l'histoire du Cameroun pour comprendre pourquoi l'État camerounais, qui est la première puissance qui opère au Cameroun en termes d'organisation, à tout le point de vue, pourquoi il est l'héritier d'une vieille tradition et qu'il ne s'en séparera pas. Et que pour séparer l'État du Cameroun de cette nature qu'il a, il faut autre chose. Bon, restons polis, que les revendications que nous entendons tous les jours. Il faut autre chose. Donc, ça, c'est la première, c'est important. C'est le premier caractère, le caractère fondamental qui détermine cette histoire-là. C'est la nécessité permanente d'un père sévère, d'un tuteur. Le colon a joué son rôle, le gouverneur colonial le jouait, le président Idjo l'a joué, et le président Biya continue, puisque l'héritier naturel de cet État-là, maintenant, avec quelle nuance, avec quelles évolutions, ça va aller dans votre camp, en termes de questions. Ce qu'on peut retenir donc de votre prise de parole là, c'est que le système électoral camerounais a toujours été sous la bannière d'un père sévère, sous la bannière d'une figure tutélaire, qui, voulant à tout prix garantir ses avantages, a tout le temps essayé de truquer ses élections. Non, mais en le justifiant. Non, de créer un cadre qui correspond à cette logique. Okay. Parce que le Cameroun, c'est un pays truqué dès sa naissance. Je ne sais pas si on truque le trucage. Hein. Le Cameroun, c'est un pays truqué dès sa naissance. Tous les acteurs politiques. Non, ce n'est pas notre débat. Mais c'est quoi le code électoral dans un pays? C'est quoi un cadre électoral? C'est quoi? C'est même pas une constitution. Le Cameroun, c'est un pays truqué dès le départ. C'est fondamental. Si vous enlevez... Truqué dans quel sens? Vous dans mentez. le sens... Mais le problème national camerounais, c'est que on a décimé, on a tué l'aspiration naturelle du Cameroun et des Camerounais. C'est-à-dire qu'il n'y a de peuple que celui qui détermine son avenir lui-même. Ça s'appelle la souveraineté. On l'a truqué dès l'indépendance, en nous disant que par la force la plus féroce, que interdit de poser ça sur la table. Il n'y a pas de souveraineté. Vous aurez une souveraineté de pacotille. Votre souveraineté va se réduire à un drapeau et à un siège à l'ONU, mais en fait, les accords secrets de coopération et la France-Afrique, c'est ça qui gère le pays. Ce sont ces accords secrets qui gèrent le pays. Je ne parle pas de la guerre d'indépendance, comment on a liquidé tout le mouvement nationaliste d'un pays. Donc, c'est ça là. Ça, c'est le problème national camerounais. C'est la pierre angulaire, c'est la matrice de base, c'est le fondamental. Je ne parle pas de ces évolutions, hein, parce qu'il y a eu des évolutions, il y a des nuances. Il y a eu les Camerounais, depuis 1960, ont travaillé pour qu'il y ait des évolutions. Mais on n'est pas sorti de là, on n'est pas encore sorti du cadre. Il y a le franc CFA qui est là. La France-Afrique continue. L'endo-colonial est là. Le système international unique qui est une reprise ou bien une continuation, n'est-ce pas, de la France-Afrique au niveau global est là. Vous voyez, elle est là. Les mêmes causes produisant les mêmes effets, on se retrouve avec quelque chose qu'on refuse d'analyser tant que c'est en profondeur. Et les mêmes causes doivent produire les mêmes effets. Vous ne pouvez pas avoir un code électoral, soit dit, transparent, dans le sens de libérer le suffrage. Le suffrage véritablement populaire, alors que vous n'êtes pas considéré comme un peuple. Vous êtes de facto des esclaves, des indigènes, de facto. Donc, c'est comme si on fait croire que, c'est comme si on demandait à un esclave de voter son maître. On peut demander à un esclave de choisir entre 2 ou 3 maîtres. En quoi ça va changer fondamentalement sa condition? Il reste esclave. Donc c'est un peu dans ça que nous nous trouvons. Donc, pour dire que tous les débats qui sont faits au Cameroun sur la question électorale et qui évacuent ces fondamentaux
parlent d'autre chose que les élections, sont dans l'électoralisme. Opèrent dans l'électoralisme. Ils ne sont pas dans les élections. Parce que les élections n'ont de sens que dans le cadre d'un pays souverain, avec des populations conscientes de cette souveraineté, de ses exigences. C'est ça qu'on appelle un peuple. Le reste, c'est une juxtaposition. Ce sont des populations. Même s'il y a une constitution. Monsieur le Président, je sais que ce que je dis là est fort. Hein. C'est vraiment fort. Oui, mais c'est ça, il faut qu'on le dise. Il faut qu'on le dise parce que c'est pour ça que je suis un panafricaniste, c'est pour ça que je suis un UPCiste. C'est vraiment fort parce que cela nous pousse même d'ailleurs à nous poser les questions, puisque nous sommes dans ce système électoral, ça fait déjà bientôt plus de 60 ans, et avec un renouvellement des structures comme ELECAM, on espérait avoir mieux, et bon, on peut lire à travers ce que vous venez de dire que c'est du... En fait, c'est pas trop nouveau, c'est encore de l'électoralisme, mais nous voulons aussi interroger ici quand même la spécificité qui se dégage de l'analyse du système électoral camerounais. Bon, très bien. Quand la base est posée, maintenant on peut débattre. On peut faire ce jeu-là. Et d'abord, on va revenir sur la valeur de revendication après, je pense. Oui, bien sûr. La revendication les revendicateurs, on reviendra. De l'opposition. Oui, si vous voulez, on reviendra sur ça. Alors, concernant ce code électoral. D'abord, je vais dire une chose. Hein. Commençons par dire que renversons certains idoles. Renversons le Dieu. L'élection n'est pas un Dieu. Il faut d'abord commencer par ça. Un pays peut vivre sans élection. Et il se porte bien. Et il fait sa vie, fait son chemin. Je pense dans les monarchies du Golfe là-bas. Est-ce qu'il y a des élections là-bas? Monsieur, on a une question là-dessus. Non, je suis en train de poser les bases. Moi, je suis un blasphémateur. Puisque je sais que cette position n'est pas populaire. Même moi, je ne suis pas là pour chercher la popularité, je suis là pour dire la vérité. Mais quand on se trompe, quand on pose un mauvais diagnostic, n'est-ce pas, on va finir, on va revenir. Donc, il y en a qui courent beaucoup là, ils courent. Mais nous, on reste sur place, ils vont revenir nous trouver là-dedans. Là. Je répète, il faut d'abord renverser les idoles, il faut renverser les dieux, les veaux d'or. Donc, pour vous, un pays peut vivre sans élection. Monsieur le Président, mais je vous le cite. L'Afrique a longtemps vécu sans ce type d'élection. Elle se portait même mieux. Sans nostalgie, hein, aucune. Donc, j'arrive, je fais ça exprès parce que la manière dont les débats électoraux sont posés en Afrique, c'est comme si un pays égale élection. Vous n'avez pas observé ça? C'est comme si un pays égale élection. C'est faux. Comment? Je dis que beaucoup de pays dans le monde vivent sans les élections. Je prends le cas des monarchies du Golfe. Est-ce que pour autant, si on parlait en matière de performance économique stricto sensu, est-ce que ces pays-là, vous ne les enviez pas? Hein? Il y a élection au Maroc, on élit le roi au Maroc. Est-ce qu'on l'élit au Maroc? On baisse ses mains, on le salue comme un demi-dieu, il est commandeur de croyants. Il n'est pas le plus grand partenaire des pays occidentaux. Vous avez entendu quelle critique on fait au roi du Maroc? On peut citer des cas. En Europe, encore aujourd'hui, il y a encore beaucoup de monarchies constitutionnelles. Il y a encore beaucoup de monarchies qu'on a modernisées. Vous voulez connaître comment? De quoi est-ce qu'on parle? Les élections ne sont pas l'élément fondamental de la vie d'une nation. Les éléments fondamentaux de la vie d'une nation, c'est la situation, l'état socio-économique des gens. C'est la souveraineté de ce pays, son droit à décider de lui-même. Il y a ça. Je vous dis, je dois rappeler ça avec toutes mes forces pour dédogmatiser ce débat. On a emballé les gens dans une bulle quasi magique où le débat sur les élections se transforme en des formes de recettes religieuses. Mais je suis désolé, ce n'est pas ça un débat.
électorale. Monsieur le Président, de manière Attendez. c'est ce système électoral qui domine au Je suis en train d'introduire le sujet. Allez-y. Si je ne fais pas ça, c'est pas mon rôle. Je ne ferai pas comme eux. Ça parce qu'on est à Rome, qu'on a fait comme les Romains. Moi, je ne suis pas un Romain. Même si je peux me retrouver à Rome. Je vous dis, il faut arrêter ça. C'est ça qui explique les guerres civiles dans d'autres pays africains. La recolonisation qu'il y a dans d'autres pays africains, c'est ça. Vous voulez qu'on parle de la Côte d'Ivoire? Il n'y avait pas ce type d'élection chez Kadhafi. Les modernisateurs et les démocratisateurs professionnels sont venus depuis combien d'années? Regardez l'état de la Libye. On ne sait pas si elle va s'en remettre un jour. Regardez l'état de la Libye. Mais qu'est-ce qu'on nous a dit? Non, on va démocratiser, il y aura des élections, c'est un dictateur. Mais regardez le niveau de vie que la Libye avait atteint. Regardez la qualité des mœurs qu'il y avait en Libye. Donc, il faut qu'on mette ces choses-là sur la table. Quitte à être impopulaire, monsieur. Le Cameroun peut vivre ses élections. Au moins, on serait épargné de ces querelles, de ces bavardages, de ces divisions qui, pour moi, sont superficielles face aux défis qui nous attendent, monsieur. C'est ce que je suis en train de dire. C'est ce que j'appelle d'abord renverser les idoles quand on parle de la question. Ce qui est important dans une nation, c'est la famille. La famille. Parce que nous tous, nous venons d'une famille. C'est la famille qui fournit à une nation, n'est-ce pas? Qui fournit à une nation son principal matériel, sa principale ressource, qui plus tard va générer dans les élections et autre chose. Vous pouvez bien comprendre ça? Est-ce que vous concevez une famille où le père est élu au suffrage universel? Bien évidemment que non. Bon, je vous dis que moi, je suis un blasphémateur. Il faut qu'on renverse tous ces idoles qui nous mettent dans des cages. Et on nous effraie, on n'arrive plus à dire les vérités. Le dire, je ne suis pas en train de dire que je suis contre les élections. Mais je dis que je ne suis pas otage des élections. Et que les élections doivent rester, c'est qu'elles sont un moyen, pas une fin. Et on évalue la qualité d'une élection par les finalités, par les fins. Qu'on va atteindre, n'est-ce pas, en procédant à des élections. Donc, je reviens donc à votre question maintenant que j'ai dit ça. Le code électoral camerounais souffre d'un excès de présidentialisation de ces problématiques. Les Camerounais parlent des élections seulement quand il y a élection présidentielle. C'est l'élection présidentielle qui remet toujours au devant de la question du code électoral. Mais il n'y a pas que la présidence, même si c'est l'élection la plus importante dans le code électoral camerounais. J'invite les Camerounais, maintenant qu'on a levé tous les préalables là, j'invite tous les Camerounais à prendre le temps de lire le code électoral. Il faut lire. Il faut lire toutes les dispositions de ce code-là, que les Camerounais le lisent un peu. C'est même pas beaucoup, hein. On a, je crois, 9 titres. C'est 9 titres seulement. 9 titres que les gens lisent. Vous allez voir que on a un code électoral assez original. Il est original, hein, mine de rien. Original dans quel sens, monsieur le président? C'est un code électoral qui essaie de mixer un système majoritaire. C'est un tour uninominal et un système majoritaire plurinominal. Donc, c'est-à-dire, comme tout code électoral, il dote le pays d'un choix en matière de scrutin qui est un scrutin mixte. Mixte, c'est important. Les gens ne savent même pas ça. Il est mixte. Et il a, comme tout ce qui existe, hein, des avantages et des inconvénients. Bien évidemment, monsieur, Ouais. nous vous aimerions que vous arriviez mais c'est ce que je vais essayer de faire. Ces avantages, je les ai notés. Et à aussi mettre en évidence les L'homme n'est rien sans son bord. Je les ai notés. Notre code électoral a des caractéristiques majeures. Il consacre, je vous ai dit, 2 mots de scrutin. C'est pour ça qu'il est mixte. Un scrutin majoritaire, un tour uninominal, et un scrutin, un scrutin majoritaire, plurinominal. Oui. Plurinominal. Oui. Donc, ça veut dire quoi? C'est un non-mixage. Deuxième caractéristique, c'est par ce mécanisme, il met en valeur les minorités. Dans le code électoral camerounais, on insiste sur la question de ce qu'on appelle la composante sociologique.
Ça paraît banal, mais c'est pourquoi? C'est parce qu'on veut prendre en cause la question des minorités, qui est un problème sérieux dans notre pays. On le voit tous les jours. Vous avez la question du genre. Le code électoral camerounais exige que le genre soit sérieusement pris en compte dans la composition d'une liste. On peut disqualifier votre liste parce que vous n'avez pas respecté soit ces deux exigences, soit l'une d'elles. Monsieur le Président, nous avons observé dans... Non, laissez-moi aller au bout des... Je vous donne les caractéristiques. Vous avez posé votre question. Les caractéristiques sont objectifs. Hein. C'est ce qu'on appelle la prime à la vieillesse. La vieillesse, prime à la vieillesse. Pourquoi? Quand il faut trancher, n'est-ce pas, dans le cas où, n'est-ce pas, une minorité, une majorité ne s'est pas dégagée, soit au niveau de la liste, au niveau de l'attribution des sièges, etc., on va vous dire que la liste qui a la personne la plus âgée va emporter. Donc, vous voyez, on met en avant l'âge. On fait une prime à la vieillesse. Donc, l'autre caractéristique objective, c'est la prédominance de la majoritaire, système majoritaire, sur la proportionnelle. C'est ça aussi un caractère majeur. Hein. C'est-à-dire qu'il y a un dosage de proportionnel et de majoritaire. Sauf que, dans le cadre du code électoral camerounais, la proportionnelle accompagne le majoritaire simplement. Alors qu'ailleurs, il y a une véritable compensation entre le majoritaire et la proportionnelle. Donc, ça, c'est un élément, un autre caractère. Et il y a la domination des partis sur les électeurs. Vous pouvez pas, ce que je dis là, vous ne pouvez pas comprendre ça si vous n'allez pas étudier le code électoral là. Il faut s'asseoir, tu étudies ça pour voir tout ce que c'est dit là. Donc, il y a la prédominance des partis sur les électeurs. Ça se traduit par le fait que les listes sont présentées par les partis, d'abord. Deuxièmement, il y a ce qu'on appelle les listes bloquées. Les listes sont bloquées. Pourquoi c'est bloqué? Parce que, en bloquant les listes, ça permet de contrôler les critères que tout à l'heure je vous ai parlé, la question de la prise en compte de la composante sociologique et du genre. Mais c'est bloqué parce que ailleurs il y a ça. Hein. On a pratiquement interdit, n'est-ce pas, ce qu'on peut appeler le vote préférentiel et le panachage à toutes les élections à scrutin de liste. Ailleurs, vous avez cet élément-là, le vote préférentiel. C'est-à-dire que l'électeur directement donne sa préférence à un candidat même sur une liste. Ça se fait. Dans le monde, il y a le système électoral qui prend ça en charge. Il y a le panachage. Vous panachez une liste. Donc, au Cameroun, c'est pas possible. D'où la notion de liste bloquée. Alors, vous avez, enfin, l'exclusion pure et simple du scrutin majoritaire à 2 tours. Voilà les caractères objectifs du code électoral camerounais. Tout à l'heure, on va voir en quoi c'est avantageux, en quoi c'est pas avantageux. Pour boucler cette phase technique de la question. Mais voilà au moins ça. Si vous ne connaissez pas ça, vous parlez de quel code électoral? On parle de quoi? Pourquoi le législateur a choisi ce type de mode de scrutin? Pourquoi il a choisi? Vous ne pouvez pas répondre à ça si vous ne revenez pas à ce que tout à l'heure j'ai convoqué. La figure du père sévère, la figure du père tutélaire. Et le président Biya et l'État camerounais exercent cette figure tutélaire. Je veux dire en quoi c'est déterminant tout à l'heure. Donc voilà les caractères du code électoral camerounais. Donc selon vous, cette spécificité entre au niveau même de la constitution de ce code électoral? Bien sûr, c'est ça qui te dit quels sont ses caractères, c'est ça. C'est ça, un code électoral, c'est d'abord le caractère de ce code-là, qui le distingue par rapport aux autres codes électoraux en vigueur ailleurs. Donc ailleurs, il y a les codes électoraux. Mais au Cameroun, voilà ce qui fait la particularité du Cameroun. Quels sont ses avantages? Allez-y. Okay. Ses avantages, c'est l'émergence de majorités stables dans toutes les assemblées élues. Les majorités sont stables. Deuxième avantage, grâce à la représentation proportionnelle, les courants minoritaires sont quand même représentés.
Ben, vous ne comprenez pas ça, vous n'allez pas voir l'importance, par exemple, d'un coup Vondor dans le jeu politique camerounais. Si monsieur en passant, je le salue. Il n'est pas le seul. Il y a beaucoup de petits partis qui existent, avec un conseiller, d'autres ont 2, 3 ou 4, et qui jouent un rôle. Ils jouent un rôle. Tout à l'heure, demandez-moi pourquoi le LNP n'a même pas un conseiller. Tout à l'heure, je vais vous répondre. Mais il y en a, oui. Nous allons y arriver. Oui, mais il faut poser la question. Je vais expliquer. Je vais expliquer de manière objective. Voilà. Donc, vous avez ça. C'est-à-dire que ça permet aux petits partis d'exister. Le dosage avec la proportionnelle permet ça. Le troisième avantage, c'est que c'est un scrutin simple. C'est-à-dire que c'est tellement simple, c'est accessible, c'est compréhensible. Dans un pays où on peut trouver beaucoup de personnes qui n'ont pas un niveau d'études suffisant pour aborder les complexités d'un code électoral très complexe comme ailleurs, où vous avez la majoritaire, vous avez la proportionnelle, vous avez même le vote préférentiel, etc. Ça devient très complexe. En termes de calcul, c'est souvent très compliqué. Mais le Cameroun a simplifié. C'est accessible. Enfin, comme je l'ai dit tout à l'heure, il met en avant les minorités. C'est ça les listes bloquées. Les listes bloquées. Alors, ça nous amène au faux débat qu'il y a là. Quand les gens utilisent le tribalisme pour se positionner politiquement, ils font comme si déjà ça n'a pas été pris en compte, non seulement dans la composition des listes, dans le mode de scrutin, c'est pris en compte. C'est pris en compte. Donc, on n'a pas besoin d'exacerber encore le tribalisme pour essayer, je ne sais pas quoi, imposer quoi. Voilà. Alors, maintenant, quels sont ces tares? Quels sont les tares de ce système? Oui. Ça va être des tares. Alors, premièrement, l'équilibre entre la proportionnelle et la majoritaire est largement en faveur de la majoritaire. Comment expliquez-vous ça? Mais vous pouvez voir le rapport de force dans nos assemblées. Vous voyez que ça privilégie quoi? Les grands partis. Un grand parti est privilégié. Quand tu as une majorité, elle est écrasante. Vous n'avez qu'à voir. C'est la conséquence directe de ce choix. C'est ça que je parle des limites, tout à l'heure, je vais parler des avantages. Vous voyez qu'on essaie d'être le plus objectif possible. Il y en a qui noircissent, il n'y a rien. Non, non, on sort les avantages. Ce que vous dites là est incontestable. Hein. Moi, j'ai fait des recherches. Tous les techniciens de la question vous disent ça. C'est ce que je vous dis. Donc, depuis, j'ai lu suffisamment pour faire cette synthèse. Donc, vous avez une faible diversification en termes de variantes de mode de scrutin utilisés. Je l'ai dit tout à l'heure, puisqu'on a exclu pratiquement le mode de scrutin majoritaire à 2 tours. Nous avons remarqué que ce mode majoritaire à 2 tours a consacré beaucoup des guerres civiles. Je n'entre pas encore en termes d'analyse, en termes de valeur. Je suis dans simplement en termes de décliner les Allez-y. Donc, comme je dis, ça avantage les grands partis au détriment des petits partis. Et ça favorise le maintien au pouvoir, au cas d'espèce du RDPC. Il est avantagé. En ce sens, on peut dire que c'est un code électoral taillé sur mesure. Voilà. Vous avez l'exclusion, le refus des listes ouvertes. Alors, on a refusé le vote préférentiel, on a refusé le panachage. Donc, les listes sont bloquées. Alors, le problème, c'est quoi? C'est que quand c'est comme ça, les électeurs votent sans même connaître les candidats. Ils ne connaissent pas. C'est le parti qui est en avant. La figure de son leader suffit. Alors, ça fait que c'est dans les années 92, en montant, ça continue d'ailleurs, on vendait les places. On vend les places. Mais c'est dire que le leader se met devant, le parti est devant, c'est le tel parti. Si c'est pour le frère du village, on ne raisonne pas. C'est-à-dire qu'on vend les places, on a connu ça, on vend. D'abord, c'est même pas fini. On vend les places. Donc, du coup, vous voyez donc que, à la fin, les élus, ils sont plus redevables au parti qu'aux électeurs. Alors, ça a des conséquences. Si je suis pour le débat au parti qu'aux électeurs, j'aborde la question de la sanction électorale autrement que si je suis dépendant des électeurs. Enfin, un de ces limites, c'est que on peut dire que c'est un code électoral anti-jeune. Dans le code, il n'y a aucun article, il n'y a aucune mention d'une quelconque modalité de représentation des jeunes. Donc voilà, je vous ai donné les avantages et les inconvénients. Ah ben maintenant, Merci, Monsieur le Président. Vraiment, nous sommes très ravis d'entendre cela parce que d'ailleurs, nous avions également relevé quelques manquements. À l'instant, vous parlez tout à l'heure de
la proportionnelle Oui. répartition des sièges, qui nous posait un réel problème, à savoir que lorsque c'est 51% par exemple, 51% qui l'emporte lors des élections législatives ou municipales, ce parti prend avale tous les sièges. Oui, la majorité absolue. Or, les 49% qui restent, ils ne sont pas représentés. The winner take all. Non, c'est pour nous vraiment... Alors, mais quand il n'y a pas la majorité, la proportionnelle entre en compte. Oui. Sauf que, s'il a la moitié, quand il prend la moitié des sièges, il revient avec ça pour aller discuter encore la proportionnelle qui reste. C'est ça qui est... Voilà. Oui, c'est ça qui est abusif. Oui, c'est ça qui est abusif. Ouais. Voilà. Autre limite encore que nous avons pu observer aussi, c'est que, même pas une limite, et une observation. C'est la conséquence de ce choix, de ce mode de discussion. Une autre conséquence de ce choix, c'est que dans certaines listes du parti au pouvoir, par exemple, il a été décrit le fait que les composantes sociologiques, ethniques du genre ne étaient pas forcément prises en compte. Mais malgré ça, ils étaient quand même concurrents. Juge parti. Voilà. À un certain niveau, là, apparaît donc la conséquence de... Tout à l'heure, je vous disais tout à l'heure de la figure tutélaire, en dernière instance, qui est juge parti. Et dans le cas d'espèce, actuellement, comme pendant la colonisation, et sous le régime Aïdjo, c'est le RDPC et son chef. Bien sûr, monsieur. Mais une fois de plus, je voudrais qu'on aborde ça de manière juste, il faut être juste. Donc, pourquoi je dis que c'est ça la marque fondamentale du système électoral camerounais depuis les indépendances, et même avant. Vous avez entendu ça où? On ne parle pas de ça quand on parle d'élection. Ça permet de diaboliser à outrance et de créer un climat quasi insurrectionnel à chaque fois qu'il y a élection. Chaque fois qu'il y a élection, c'est comme si le pays abordait la guerre civile. Chaque fois qu'il y a élection, c'est comme si le pays abordait la guerre civile, alors que on devrait aborder ces échéances-là avec de la sérénité, avec du calme. Mais tout ça est justifié par quoi? On dit que non, l'État est jugé, le RDPC est jugé et parti. Sauf que ceux qui le disent oublient d'approfondir le fait que le RDPC est certes le parti très très proche de l'État, mais on n'est pas au Cameroun dans le cadre d'un parti-État, au sens où l'État RDPC a créé l'État. Puisque Paul Biya le deuxième président du Cameroun. Avant lui, il y a eu M. Aïdjo. Avant Aïdjo, on connaît dans quelles conditions on accédait à l'indépendance. Donc, l'occultation de tout ce pan entier de notre histoire et de l'histoire électorale du Cameroun, c'est ça qui est la visée politique fondamentale. Et ça qui permet de savoir, n'est-ce pas, les camps qui s'affrontent. D'où la nécessité pour le NMP de prendre de la hauteur. Le NMP doit prendre de la hauteur, se mettre au-dessus de ces contingences-là, parce que nous, on défend le Cameroun. On défend le Cameroun. Donc, c'est pour ça que j'insiste sur cette donne-là. Monsieur le Président, vous avez abordé la question des limites, c'est-à-dire les limites structurelles de ce code électoral, et vous avez également abordé le point des avantages, c'est-à-dire une forme de stabilité au niveau de majorité politique, qui garantit une forme de statu quo sur la scène politique. Monsieur le Président, toujours dans ce sillage des limites, nous avons vu une classe politique pratiquement vent debout contre ce code électoral. Et ils mettent en avant plusieurs arguments. L'omniprésence du chef de l'État en tant qu'organisateur, gestionnaire et superviseur des élections. Je prends par exemple un article de ce code. C'est l'article 12, alinéa 3, où il est écrit: le président, le vice-président et les membres du conseil électoral sont nommés par décret du président de la République. Ça, c'est juste un exemple, parce qu'il y a d'autres articles qui donnent des précisions plus claires sur l'omniprésence et la mainmise du pouvoir sur ceux-là qui sont censés présenter ou alors organiser des élections justes et transparentes. Pourquoi cette dichotomie, Monsieur le Président? Je vais vous répondre. Mais avant de vous répondre, je voudrais... Oh, c'est même parti de ma tête, là, vraiment. Je ne peux pas oublier, parce que je voulais revenir sur un élément. Bon, peut-être Dieu me dira ce que ça revient dans ma tête. Voilà, la question des limites, merci, c'est revenu. Vous ne parlez pas des limites d'un code électoral sans insister sur les avantages, il faut les comparer. La question est celle-ci, ok, il y a un verrouillage, c'est un tour.
J'ai énoncé toutes les limites. Mais les avantages, c'est quoi? La stabilité. La possibilité de gouverner en évitant l'anarchie liée à un parlementarisme émietté qui va déboucher sur la dictature des partis et qui va bloquer la possibilité de gouverner. Moi, je vous pose la question. Quand on compare avantages et limites, chacun va répondre. Hein. Qu'est-ce qu'on préfère? Dans des conditions concrètes de notre pays, est-ce qu'on peut se payer le luxe? Est-ce qu'on peut se payer le luxe de nous enfermer dans l'instabilité liée au parlementarisme colonial incontrôlé? D'autant plus que là où il y a ce que les gens réclament là, ça débouche sur quoi? Sur des guerres civiles. Hein. Alors, vous prendrez le cas du Sénégal, par exemple. J'ai déjà expliqué ici pourquoi la spécificité du Sénégal. Ça marche au Sénégal parce qu'il y a un accord entre l'élite politique sénégalaise, où il n'y a pas eu de guerre d'indépendance, et le colon français, qui a décidé donc, à partir de là, que ok, j'en fais un comptoir moral. Je le dis sans mépris pour les Sénégalais, hein, mais c'est la vérité historique. Toute l'histoire du Sénégal, c'est ça là. Mais au Cameroun, il y a eu un problème grave. Grave. Il y a eu une guerre d'indépendance qui s'est traduite par une hostilité sauvage du colon à l'égard du mouvement patriotique. Et on a installé au pouvoir des personnes qui ne voulaient pas de l'indépendance. Dans le fond, est-ce que ces critiques ne sont pas recevables? Ces critiques des gens de la classe je vais y revenir. Je suis en train de... C'est une question que je pose. Et moi, je dis, je m'adresse aux gens, comment dire ça? Je ne suis pas dans des calculs électoraux ou électoralistes. Je suis, si vous voulez, caricaturé un peu. Je suis fondamentalement un homme de gauche, dans le sens où la gauche est attachée à la vérité. Mais Monsieur le Président, vous êtes la tête d'un parti politique et ben, j'y arrive, oui. Vous ne pouvez pas dire d'une certaine manière que nous préférons ce système qui garantit l'omniprésence ou alors la domination quasi absolue d'une majorité au pouvoir. Pourtant, les perspectives du pays sont bloquées. Pourquoi vous voyez toujours l'autre versant qui est le risque de guerre civile? Il y a des guerres civiles. Les faits sont là. Deuxièmement, il y a les déchirures post-électorales. Un pays comme le Cameroun a évité ces péripéties qu'on a vues ailleurs à cause justement de ce choix qu'on a fait. Ma position est impopulaire, je le sais, mais je m'en fous. Je ne suis pas là pour gérer les humeurs des gens. Je dis la vérité. Le Cameroun a évité ces périls qu'on a vus ailleurs là, à cause du caractère spécifique de ce pôle électoral. Et le Cameroun n'est pas le seul pays qui a une élection à un tour. Bon, si vous voulez parler des modèles démocratiques, allez au bout de votre logique. Aux États-Unis, c'est un tour. Vous ne savez que les États-Unis. Donc, j'étais en train d'expliquer ceci pour vous comprendre bien. Au niveau des limites. Non, j'étais en train de comparer. Allez-y. Les limites sont claires. M. Bouyamousso, quel que soit le code électoral que vous aurez ces mêmes problèmes. Les limites et les avantages. Aux États-Unis, il y a des gens qui demandent qu'on revoie ça. Parce qu'aux États-Unis, tu peux gagner le vote populaire, tu peux l'élection, par exemple. C'est lié à quoi? Au fait que l'élection est indirecte à la fin. Donc, vous voulez que je revienne sur les critiques qu'on fait aujourd'hui dans tous les pays occidentaux? Quand vous expliquez les abstentions records, c'est quoi? Les populations se désintéressent depuis, les citoyens ne veulent plus entendre parler de ces élections. Alors là, c'est vraiment truqué. C'est vraiment truqué. Mais pourtant, on est en démocratie. Pourtant, il y a même un consensus au niveau du mode de scrutin. Hein? Vous voyez ça? Mais, vous voyez donc que chaque médaille ayant son revers, il n'y a pas de bon code électoral dans l'absolu. Est-ce que vous comprenez ça? Je vous réponds, hein. Il n'y a pas de bon code électoral dans l'absolu. Les codes électoraux sont concrets. Ils sont, point. Maintenant, ceux qui font les comparaisons qu'ils font là, ils sont dans leur logique, dans leur stratégie de conquête du pouvoir, ou de concentration du pouvoir. Moi, j'ai dit, je me situe pas dans ça. Je veux le pouvoir, mais avec ma stratégie. Je ne suis pas dans l'électoralisme. Donc, j'essaie d'expliquer les enjeux qui ont toute cette affaire. Je dis ceci. Dans les conditions, l'histoire du Cameroun, son histoire, dans les conditions d'achat du Cameroun, est-ce qu'on veut une élection qui après peut déboucher sur une guerre civile, comme il y a eu en Côte d'Ivoire?
Est-ce que une élection forcément doit déboucher sur une guerre civile? Quand on voit le code électoral, c'est la question à laquelle a voulu répondre le législateur. Vous voyez, c'est ça qui est son souci majeur. Avoir des majorités stables, pas, en même temps essayer de favoriser l'émergence des petits partis. Ça débouche sur un verrouillage. De facto, c'est le même parti qui domine garantie. Mais, je vais aller plus loin dans ma réponse. Vous allez voir que je ne joue pas le jeu du pouvoir. Il y a une contradiction fondamentale, grave, dans le jeu de ceux qui réclament le changement du code électoral. D'abord, il y a le fait qu'ils mettent de côté tout le rappel que j'ai fait, le rappel historique, sur le fait que l'héritage camerounais, c'est que les élections ont toujours eu un principe. C'est-à-dire, vous voulez des élections consensuelles, comme il le dit, c'est-à-dire que le NDPC, le chef de l'État, ne nomme personne, machin, tout ça. Vous ne pouvez pas réclamer ça sans intégrer cette remarque que j'ai faite, à savoir que l'histoire du pays a toujours eu, a consacré une figure de tutelle sur les élections. C'est le chef de l'État qui joue ce rôle-là actuellement. Vous voulez imposer ça, vous devez être en mesure, de renverser les terres, de créer un rapport de force pour le lui imposer. Deuxièmement, vous devez décoloniser le pays pour qu'il n'y ait plus cette chape de plomb qui pèse sur le pays et qui nous produit, qui nous a donné cet héritage en termes non seulement de structure étatique, ce qui va avec. À partir du moment où c'est un État qui organise les élections, je suis obligé de le dire, c'est quand même sûrement demander à cet État de l'organiser pour faire des élections. Je vais vous dire pourquoi les opposants qui réclament que le temps ne soit pas sérieux. Allez-y, parce que nous voulons... Sur la base de cette loi. Je vous le dis tout à l'heure, j'ai fait la différence entre système électoral... Parce qu'on a l'impression dans l'opinion publique que votre opposition a tendance à conforter le pouvoir sur la question précise du code électoral. Vous croyez que je ne veux pas m'empêcher de donner parce que les gens pensent ça. C'est leur problème, ils ne pas penser. Et comme ils sont dans l'émotion, ben voilà les élections qui les gagnent. Qu'ils imposent dans une réforme du code électoral. Je n'ai pas empêché à quelqu'un de l'imposer. Hein. Ça ne sert à rien de railler le président Malakani. Vous voulez des réformes électorales, imposez ça. Imposez-les. Ils ont besoin de votre soutien. Non, s'ils veulent mon soutien, qu'ils rejoignent ma cohérence. Ma démarche est claire. Je ne suis pas dans une dynamique électoraliste. Je veux des élections dans mon pays. Pas de l'électoralisme. L'Afrique est dominée par l'électoralisme. Et en ça, vous rejoignez les Occidentaux. Mais monsieur le Président, attendez. Système électoral. Vous nous nous souvenons de la dernière élection de 2020 où vous étiez candidat dans la mairie, la circonscription de Douala 2e. Et au regard de ce qui s'est passé, nous avons eu des informations de ce que vous aviez eu des conseillers. Merci. Mais on n'a pas compris pourquoi ça vous a été refusé. J'ai déjà expliqué ça plusieurs fois. Mais en même temps, je suis cohérent, je ne suis pas allé pleurer, je n'ai fait aucun recours. J'ai dit que les gens du DPC dormaient ici, ils dormaient. Parce qu'à l'époque, il y avait des divisions au sein du DPC, à la 2e à l'époque. Pour que je fasse du recours, j'ai dit, je ne fais pas ici cohérent. Mais monsieur le Président, est-ce que ce n'est pas une raison pour essayer pour faire quoi? De réformer ce système-là? Parce qu'il ne permet pas des forces jeunes, novices et porteurs de changements comme la vôtre d'émerger et d'occuper le terrain politique. Ma démarche est guidée par deux choses. Je fais la politique, pour l'intérêt de mon pays. Deuxièmement, je me mets à la place de celui qui gouverne. Est-ce qu'à sa place, je peux faire mieux que lui ou ne pas faire comme lui? Les politiciens véreux et sans état d'âme sont ceux qui mentent pour arriver au pouvoir faire le contraire. Ils n'ont pas d'état d'âme. Ça ne dérange pas. Moi, je ne peux pas supporter ça. Moi, ma logique politique m'interdit de faire ça. Donc, quand je me mets à la place de celui qui est là, ça m'aide beaucoup à aborder certaines situations. C'est-à-dire que, vous croyez que si je suis au pouvoir, dans la carrière président de la République, je vais organiser ma défaite en rien? Non, je vous pose la question. Monsieur le Président, vous devez respecter la loi. Même Dieu ne permet pas à Satan de devenir habité au paradis. Même Dieu ne permet pas à Satan de venir habiter au paradis. Pourtant, qui est plus bon que Dieu? Qui est plus juste que Dieu?
Je vous dis que je vous pose la question. Si vous êtes au pouvoir, donc moi je vais organiser les élections pour les perdre en connaissance de cause. Je me mets à la part de celui qui est là. Deuxièmement, je ne me donne pas les objectifs que je ne peux pas atteindre. En politique, on ne se donne pas les objectifs qu'on ne peut pas atteindre. Alors, ok, le code électoral est mauvais. Mais si on le dit, on a dit quoi? Vous croyez que c'est faire un effort intellectuel particulier, je veux dire que le code électoral est mauvais? Indépendamment du fait que c'est une valeur, c'est un jugement d'opinion, c'est même pas de valeur parce que un jugement de valeur se ferait sur la base d'un travail sérieux, informé, avec des arguments. Mais si on se met dans le plan qu'on est dirigé par la colère, et on reprend à son compte les bavardages frélatés des RFI, de toute la propagande internationale sur qu'est-ce qu'un bon gouvernement, c'est quoi une belle élection, comme s'il y avait les élections dans ces pays-là. Vous croyez que ça c'est pas ça, ça n'apporte rien. Ça se voit. Donc, on se donne un objectif qu'on peut réaliser. Et deuxièmement, on se donne tous les moyens pour le réaliser. Si on choisit de mentir, mais monsieur, permettez que moi, je ne m'y associe pas. Et je vais vous démontrer pourquoi. Vous êtes trop petit, je vais vous démontrer pourquoi. Mon but, ce n'est pas de changer le code électoral. D'autant plus que ceux qui disent que voilà l'objectif ne disent pas pourquoi il faut qu'on change le code électoral. Si on change le code électoral pour enlever, pour que le président Biya prenne des élections, on a défini un moyen, on n'a pas défini une fin. On peut remplacer Biya par moins pire que lui, par plus pire que lui. C'est-à-dire que on peut remplacer le président Biya par le fait que Cameroun après n'existe plus. Il est dans la guerre civile. Parce qu'on aura mal géré une élection. On peut. Le NMP dit que la réforme du code électoral se justifie pour nous si c'est un moyen vers une finalité plus importante. C'est quoi la finalité? La décolonisation du Cameroun, la sortie du franc CFA, l'indépendance, la souveraineté, l'émancipation économique, culturelle, géopolitique. Vous voyez les gens qui réclament le transfert électoral là, ils ont ça comme objectif? Jamais. Ils sont ailleurs. Ils veulent seulement que les choses soient transparentes pour qu'ils remplacent le président Paul Biya et continuer la colonisation. C'est ça. Attendez. Il sera jamais c'est ça la différence fondamentale qu'il y a entre nous. C'est clair et net. Et c'est connu. Je veux des élections. Mais je sais très bien qu'il n'y aura jamais d'élections transparentes tant que le franc CFA existe. Tant qu'au niveau de la géopolitique, on est des esclaves. Tant qu'au niveau économique, on est des esclaves. Tant qu'au niveau culturel, on est sur hypnose, etc. Quand on aurait un peuple inculte, sans culture politique, etc. Je le sais. Ce ne sont pas d'élections, ça. Oui, il faut bien voir la différence. Hein. C'est ça qui nous différencie. Et je suis ferme là-dessus. Je sais qu'on aura raison. On aura raison. L'histoire nous aura raison. C'est pour ça que j'aborde ce que vous appelez l'impopularité de cette position. Je l'aborde étant très à l'aise. Très à l'aise. J'ai toujours été seul dans mes combats au départ. Toujours. Au départ. Toujours. Mais regardez l'impasse dans laquelle se trouvent ceux qui réclament l'élection transparente. Regardez l'impasse. J'arrive. Je vais vous choquer, je vais vous démontrer que l'élection, ça c'est un bon code électoral. Hein. Vous savez pourquoi il est bon? Monsieur le Président, vous Attendez. êtes un opposant politique et même systémique à cet ordre. Mais un opposant veut dire mentir. Un opposant veut dire mentir. Être opposant veut dire réduire la politique à la fémania. C'est pas ça être opposant. Moi j'ai une conception très sérieuse de la politique. Allez-y. Un politicien n'est pas... Ce code est très bon. Attendez. Il est très bon, vous savez pourquoi? Un code est mauvais, truqué. Vous voyez comment les gens courent pour aller aux élections? Vous voyez comment les gens courent pour aller aux élections? Moi je vous pose la question. Comment un code électoral est mauvais et les gens courent? Ils sont même prêts à mourir pour aller aux élections. Vous voulez pas voir comment on entend vous dire qu'il y en a qui sont prêts, ils disent qu'on va bouler le Cameroun s'ils vont pas aux élections. Vous voulez pas, ils le disent tous les jours, non? Mais c'est avec quelle cause? C'est avec quelle cause? Je répète, on va aux élections avec quelle cause? Démagogie, mensonge. Je ne suis pas un démagogue. Quand un code électoral est mauvais, on ne va pas aux élections. Vous comprenez? Quand un code électoral est mauvais, on ne va pas aux élections.
Quand un code électoral est mauvais, on va pas aux élections. Donc pour vous, le fait que cette classe politique court à chaque scrutin, et la preuve que le code est bon, est bon. Et qu'on est dans la surenchère. Et qu'on est dans la surenchère politique. Vous voyez donc. Bon, pourquoi vous voulez que je ne suis pas un surenchérisseur? Vous comprenez que je peux accepter de ne pas être un surenchérisseur. C'est tout. Voilà la preuve que le code est bon. Sauf si les gens vont aux élections pour perdre. Mais s'ils savaient qu'ils perdraient, mais ils n'iraient pas aux élections comme ça. C'est parce que le code est bon. C'est même tellement bon que comme quand ils perdent, ils sont même contents. Ils sont même contents. Leur défaite est une performance. Leur défaite est une performance. Puisque, après, ils sont des héros parce qu'ils sont allés à une élection truquée d'avance. Vous voyez que c'est sérieux ça. C'est sérieux ça. Mais laissez-moi maintenant vous démontrer en quoi leur discours est incohérent. Leur revendication est incohérente. Nous vous écoutons. Vous croyez que, écoutez, comment expliquer que les revendications de ce que vous appelez l'opposition se limitent à la transparence électorale, c'est-à-dire quoi? À l'expression valable et authentique des suffrages. Je répète. Comment expliquer le fait que les revendications de l'opposition, puisque vous les appelez comme ça, pas de trucage électoral. Moi, je parle des oppositions. Vous de l'opposition, ok. Allez-y. Donc, pourquoi leurs revendications en matière électorale se limitent à la transparence électorale, c'est-à-dire l'expression valable et authentique des suffrages exprimés? Alors que, pourquoi le débat sur le découpage électoral n'est pas à l'ordre du jour? Je répète, pourquoi le débat sur le découpage électoral n'est pas à l'ordre du jour de leurs revendications? Vous avez dit que c'est le président qui désigne le vice-président, le président de l'ECAM, puisque vous avez la compté, n'est-ce pas? C'est plus grave que le fait. Est-ce que cette domination est plus grave que la prérogative que le président a de découper le corps électoral, de découper le cadre électoral, de découper les circonscriptions? Vous connaissez le pouvoir qu'il y a dans la prérogative de découper les circonscriptions électorales? Pourquoi il n'y a pas ça dans leur revendication? Pourquoi il n'y a pas dans leur revendication le fait que c'est le président qui fixe le calendrier électoral? Répondez donc à cette question, monsieur. Mais, écoutez d'abord, si quelqu'un qui me suit est honnête, il a compris de quoi je parle. C'est là où il y a la manipulation et la fémania politique. Et la démagogie. Pourquoi, je répète encore, dans leur revendication, il n'y a pas le fait que le président a la prérogative du découpage électoral? Pourquoi c'est lui qui fixe le calendrier électoral? Pourquoi, n'est-ce pas, c'est lui, vous avez lu la loi de l'ECAM, non? Très très bien même. Si je vais aux élections, ça veut dire que je ne conteste pas la loi là. Or, que dit cette loi? Titre 2. On vous dit 1. Et l'ECAM n'est qu'un organe. Lisez là, vous pouvez voir. Et l'ECAM n'est qu'un organe. Moi, je vais vous aider à lire. J'ai ça devant moi. J'ai ça devant moi. Titre 2. Nous apprenons d'abord la loi. Pour celui qui, ça va aider certains à aller fouiller et lire. Loi, c'est la loi numéro 2012-001 du 19 avril 2012 portant code électoral, modifié et complété par la loi numéro 2012-017 du 21 décembre 2012. Voilà la loi. Donc, quelqu'un peut aller fouiller. Même en direct, là, tu fouilles, là, tu vas lire, tu vas voir. Maintenant, titre premier, maintenant titre 2, allez, vous allez voir. Disposition spécifique à quoi? À l'organe chargé de l'organisation, de la gestion et de la supervision du processus électoral et référendaire. C'est écrit. Donc, soit la loi est mauvaise, on ne va pas aux élections, c'est ça être courant. Si on va aux élections, c'est tain. Bon, on peut demander l'amélioration, mais on ne dit pas que s'il n'y a pas que le pays, on va brûler le pays. Et on prépare les gens à la guerre préélectorale, y compris avec le risque de guerre civile, dislocation du pays. Moi, je vous dis donc que vous croyez que la prérogative de nommer le directeur de l'ECAM ou le président du conseil électoral, n'est-ce pas, est plus important que la prérogative consistant à découper, à faire le
découpage électoral? Vous croyez que c'est plus important que la fixation du calendrier électoral? Vous croyez que c'est plus important que la création des structures chargées comme des structures chargées de gérer les opérations électorales comme la manière par laquelle on a créé les camps? Mais ce n'est pas une loi. Je vous dis pourquoi. Parce que ces gens, quand ils seront au pouvoir, ils vont utiliser les prérogatives là. Et avec ça, vous avez un avantage systématique quand il y a élection. Vous voyez la manipulation? Parce que moi, je ne suis pas bête. Si les moutons, ils n'ont qu'à être des moutons. Je suis désolé. Moi, je ne suis pas un mouton. Je vous dis ça. Si on veut être cohérent au Cameroun, qu'on dise qu'ok, il n'est pas seulement juge et parti parce qu'ils nomment les responsables de l'ECAM. Non. Non. Voilà la manifestation objective du fait qu'il est juge et parti, puisque c'est lui qui répartit les titres. Écoutez, si aussi au pouvoir, demain si on est au pouvoir, vous retouchez le coupage électoral. Vous redistribuez les cartes. Est-ce que vous savez? Je prends un exemple. Voilà la deuxième. Là où nous sommes, à un député. Ça correspond à quoi? C'est la conséquence directe du pouvoir discrétionnaire de procéder de coupage de circonscriptions. Pourtant, nous voyons d'autres départements, comme par exemple dans le centre. Dans la deuxième, qui n'a pas une ne peut pas avoir, normalement, si c'est proportionnel au nombre d'habitants, mais c'est un scandale. Bon, comparé à d'autres, à la Yaoundé, par exemple, à la Yaoundé, allez dans d'autres régions de pays, vous allez voir que toutes choses étaient égales par l'arrière. Vous avez des régions qui ne sont même pas la moitié de la deuxième, qui ont 5 députés, 6 députés. C'est le privilège du découpage électoral. Vous comprenez maintenant? Privilège. Je vous dis donc que le jour où ils vont mettre ça dans les revendications, moi je vais entrer dans le jeu, je vais les suivre. Le jour où ils mettent ça dans les revendications, je vais les suivre. Mais ils ne peuvent pas. Parce que dans leur tête, c'est que non. Comme la communauté internationale autoproclamée criminelle est dans la géopolitique des élections comme moyen de déstabiliser les pays africains, on entre dans ça et on le couvert. Mais la même communauté internationale, qui sait de quoi je parle là, est silencieuse sur cette affaire. Vous voyez, mon cher Gilles Bouyamousso, madame Yepmou, si vous acceptez que le président, qu'il est normal que le président procède au découpage électoral, si vous acceptez qu'il fixe le calendrier électoral, si vous acceptez que c'est lui que l'État crée l'organe qui va gérer, superviser, organiser les élections, vous demandez que réforme électorale. Mais monsieur, c'est tout ça qu'il faut changer. Et je vous dis donc pourquoi. Le plus avant-gardiste à remarquer ces points. Mais pourquoi ne vous alignez-vous pas à ce que cela change? Parce que je ne suis pas un rêveur. Le rapport de force, d'abord, je vous ai dit, mon objectif, c'est pas ça. Je n'aborde pas l'élection comme étant une finalité en soi. Deuxièmement, je ne trouve pas, sur le plan stratégique, ce n'est pas l'enjeu fondamental du Cameroun. D'abord, ce qui est une élection transparente, madame Diva, ce ne sont pas les lois. Je répète, ce qui rend une élection transparente, si je dois parler comme eux, ce ne sont pas les lois. C'est le peuple qui rend une élection transparente. C'est la mobilisation du peuple qui rend une élection transparente. Ce n'est pas le savoir-faire des juristes, ni le génie juridique. Mais le peuple a toujours voté, mais souvent... Observez bien. Non, observez, non. Tant qu'ils se mobilisent, la donne change. En 90, on avait un code plus pire. Parce que les gens oublient qu'il y a évolution. On a deux, il y a eu beaucoup d'évolution. Hein. Quand on regarde dans la perspective, il y a eu beaucoup d'évolution. En 92, c'était le code du parti unique, quasiment. L'administration territoriale gérait tout. Pour ne pas dire qu'on a battu le candidat Paul Biya, on l'a mis sérieusement en difficulté. À disposition d'un tour qu'il a fait gagner. On a vu ça dans les législatives et les municipales. Vous vous rappelez ça à un moment donné, l'opposition dans son ensemble, parlons comme ça, avec la majorité. C'est M. Kodok, M. Dakole qui ont sauvé le régime. Pourquoi? Parce que le peuple croyait encore qu'à travers l'organisation électorale, il devait venir à bout du régime. Ça a cessé depuis très longtemps. Or, que font cette opposition? Qu'est-ce qu'elle fait? Au lieu de créer les mécanismes sérieux de mobilisation du peuple, puisque
Puisque on dit que le but, je suis cohérent, le but c'est le renversement de ce régime-ci. Que les histoires de France et Famachin, les histoires de Bandakania et sa bande, ça ne veut rien dire d'abord. Quelqu'un même dit que, je ne vais pas le citer ici, il a même dit que non, que le panafricanisme s'occupe, croit qu'il faut changer l'extérieur pour changer l'intérieur. Au vu de son niveau, on préfère se taire, il ne faut pas lui répondre. Le franc CFA, c'est une affaire extérieure. On utilise le franc CFA en France. C'est quand même terrible. Vous voyez à quel niveau? Mauvaise foi. La France-Afrique, c'est une affaire extérieure. Les accords secrets, c'est une affaire extérieure. La question de l'iniquité des termes de l'échange, c'est une affaire extérieure. C'est une affaire extérieure. Vous voyez comment quand on n'a pas d'argument, on verse dans la mauvaise foi. Ce sont des gens qui se passent pour des lumières, alors qu'ils sont pires que les ténèbres. Quand vous dites que non, les panafricains disent que l'extérieur prime sur l'intérieur. C'est quand même amusant. Vous voyez, avec de telles conceptions, Madame Yabmou, avec de telles conceptions, comment peut-on aborder la question électorale avec de la sérénité, avec de la vérité? Et vous voulez que moi, j'aime m'aligner dans les choses comme ça? Je préfère rester seul dans mon coin. Je préfère ne plus faire la politique que de marcher avec les gens comme ça. Je peux pas. C'est du n'importe quoi. C'est-à-dire que vous voyez les gens vous disent que non. Les questions là sont des questions extérieures. On dirait qu'ils n'ont jamais fait ils ne sont même pas des militants, ils n'ont jamais fait, c'est-à-dire, ils n'ont jamais fait la moindre formation politique. C'est-à-dire, dans leur mouvement, là, plus on les abrutit, plus ils sont brillants, plus ils pensent qu'ils savent. Le franc CFA, c'est une question électorale. La France-Afrique est une question électorale, Jules Bouyamousso. Sauf si on parle d'autre chose. La question de l'iniquité des termes de l'échange, c'est une question électorale. La question de la diplomatie mondiale, c'est une question électorale. La question de la géopolitique mondiale, c'est une question électorale. Par quelle mesure on peut dissocier ces questions-là de la question électorale? Si, dans un pays, le cadre électoral n'est pas en mesure de prendre en charge de telles questions, ce n'est pas un cadre électoral, c'est un cadre de sorcellerie. Vous comprenez ça? Donc c'est très bien. Donc je vous dis donc, le jour où ce que vous appelez opposition, pour moi c'est important. Allez-y. Parce que celui qui est honnête a compris. Le jour où l'opposition camerounaise va mettre dans ses revendications le fait que désormais nous entendons par transparence électorale, le fait qu'on retire au président le privilège de couper la circonscription électorale, de maîtriser le calendrier électoral, de le terminer seul, de créer un organe pour gérer les élections, organiser et superviser. Je rejoins ce combat. Mais je vous dis d'avant, ils ne peuvent pas. Parce que secrètement, ils veulent arriver au pouvoir et jouir du même privilège. Parce que je vais vous dire, chaque pouvoir arrive avec son code électoral. Je répète, chaque pouvoir vient avec son code électoral. Une fois qu'il est au pouvoir, il va tailler le code électoral en fonction de ses intérêts. Est-ce que vous suivez ça? Voilà. Même au Sénégal. Mais, qu'est-ce que M. Sonko est en train de faire, lui et Diomaye, c'est quoi? C'est d'enlever à l'équipe qui a perdu les moyens de revenir au pouvoir. Mais qu'est-ce que vous croyez? C'est clair. Mais suivez l'actualité. En France, c'est même grave dans les pays occidentaux. C'est grave. Il y a longtemps que la démocratie est morte là-bas. Elle n'a jamais existé, sauf pour les naïfs. Donc, je dis que nous n'abordons pas la question comme ça. Le NMP aborde la question électorale dans la réconciliation d'une dynamique électorale avec les perspectives que je viens de vous dessiner. Alors, à ce moment-là, on va renverser la figure tutélaire. Moi, je vais vous dire la vérité. Dans les conditions actuelles, tant qu'on sera des colonies, vous ne pouvez pas gérer le Cameroun en termes d'élection et faire mieux que le président Biya. Le mieux, ce n'est pas une élection à 2 tours. Le mieux électoral, ce n'est pas la question, ce n'est pas une élection à 2 tours. Non. Le mieux électoral, ce n'est pas l'histoire biométrique, ce n'est pas le fait qu'il y ait un superviseur, c'est-à-dire que le procès verbal qui sort les unes là, dans chaque bureau de vote, c'est ça qui est pris en compte, pas le procès verbal de l'institution fêtière des élections. Ce n'est pas ça. Ailleurs, il y a ça. Ça donne quoi? Le problème, c'est de s'assurer, que le cadre électoral, d'abord, se réconcilier avec notre histoire, notre culture, sans verser dans le féodalisme,
et le passéisme, mais notre histoire, notre culture, mais Madame Yepou, notre patrimoine politique. Patrimoine politique. Cela suppose, Monsieur le Président Banakani, que d'autres modes de désignation existent. Bien sûr, ben, laissez le quel est le mode? Non, c'est inventé. C'est inventé. On va sur la base si un panafricaniste est au pouvoir, puisque je viens libérer, je viens pour finir avec le franc CFA, je viens pour en finir avec l'iniquité des termes de l'échange, avec la dictature géopolitique, etc., avec le wokisme version africaine, etc., n'est-ce pas? Mais je vais créer une dynamique dans le pays où on va aboutir à un code électoral qui correspond à cette démarche. Sinon ça sert à quoi? Sinon ça sert à quoi? Ça sert à rien. Vous voyez? Donc c'est ça l'enjeu. C'est ça l'enjeu de l'affaire. Donc, une fois le plus, pour me résumer, les élections c'est un moyen. Pour une fin. Il ne faut pas opposer l'élection au moyen à une fin. Les deux doivent aller ensemble. Mais au Cameroun, les opposants, qu'est-ce qu'ils font? Ils inversent la dynamique. L'élection devient une fin. Ce n'est plus un objectif. Ce n'est plus un moyen. L'élection devient une fin. Ce n'est plus un objectif. Ce n'est plus un moyen. Monsieur le Président, nous abordons là pratiquement la dernière marche de cette émission. Nous sommes dans un contexte d'élection présidentielle en vue. Et nous voyons des partis politiques affiner leur stratégie. Vous avez parlé de la question, par exemple, du code électoral. Nous avons une atmosphère politique qui est en train de bouillir, si on se fie aux paramètres que nous observons autour de nous. Monsieur le Président, nous avons aussi constaté que le chef de l'État, depuis un certain moment, fait beaucoup de tweets. Et certains bouches disent qu'il prépare sa candidature à l'élection présidentielle. Monsieur le Président, vous avez parlé des limites structurelles et systémiques de ce code électoral. Êtes-vous sûr qu'avec les velléités qui existent au cœur du pouvoir, est-ce que ce code ne peut pas être débordé? C'est-à-dire un détachement au sein du pouvoir pour renforcer une opposition, entre guillemets, qui correspond à la continuité néocoloniale et parachever d'une certaine manière cette logique néocoloniale de notre pays. C'est déjà fait. Moi, votre question traduit, je m'excuse, un retard dans la prise en compte de l'évolution. C'est déjà fait. Vous voyez qu'une partie de l'opposition, là, c'est quoi? C'est un détachement des barons de l'intérieur. Une bonne partie de vos opposants, là, ne sont qu'un détachement des barrières des barons de l'intérieur. Dans le cadre de la stratégie électorale, j'arrive. Comment ils vont se déployer? J'arrive. Je vous réponds. Votre question est très pertinente. Beaucoup d'opposants sont des créatures de factions qui s'affrontent à l'intérieur, dans le cadre d'un jeu. Le jeu, c'est quoi? Même les ministres qui ont fait 40 ans avec Paul Biya disent que non, c'est Paul Biya le problème. Non. Je m'excuse, au point de l'internet. Voilà, je m'excuse. Allez-y, ce sont les aléas du direct. Je m'excuse. Allez-y. Donc, j'étais en train de dire que il y a un deal secret. Parce que, et pour comprendre ça, il faut partir du principe que l'endocolonat est une classe. Or, beaucoup refusent que c'est une classe. Je sais pas, j'ai pas le temps de faire un cours sur les classes sociales, je suis désolé. Certainement, peut-être. Beaucoup de gens veulent faire la politique. Nous ferons une émission dessus. Les gens font la politique sans sociologie politique. C'est notre sociologie. C'est comme si on veut faire une religion sans prêtre, sans fondateur de la religion, etc. Vous parlez d'une classe? Une classe. L'endocolonat est une classe. Bon, en passant, je salue mon ami Etouke Faustin, l'épistémologue, qui m'a interpellé dans une de ses contributions sur le tribalisme, mais avec beaucoup de grandeur, avec beaucoup d'intellectualité. Je le salue en passant. Mais il estime que faut pas que j'exagère un peu sur la notion de l'endocolonat. Non, mon cher épistémologue, parce que je sais que je suis. Je n'exagère pas, c'est un fait. L'endocolonat, c'est une classe. Même si elle est une créature du colon, c'est une classe. Et c'est une classe qui a acquis une certaine autonomie politique. J'ai pas dit historique, j'ai pas dit structurel, politique. Donc, ça veut dire quoi?
Mais en tant que classe, elle réfléchit à son avenir. Mais c'est pas possible. Mais je sais pas, ça rend Tous sont omnibulés par la préviation. Mais ça rend même fou, mais ce sont les élémentaux dans la vie politique que tu es en train de faire là. Ils sont tous, ils se situent de leur avenir. Et il est normal qu'ils pensent que leur créateur, celui qui les a conduits pendant plus de 40 ans, du fait de son âge, n'est plus à l'ordre du jour. Mais la stratégie élémentaire, c'est quoi? C'est de lui faire porter tout le chapeau de ce que vous appelez l'échec du régime, pour qu'eux soient sains et saufs. Et que bon, ok, on nous a forcé d'être ministre, on nous a forcé. Je suis resté chez moi, on a dit que si tu n'es pas ministre, on va me tuer. Ils financent des journaux, ils créent des hommes politiques, ils fabriquent l'opposition. Il y a plein de partis dont la création, mais vous voulez qu'on parle de quoi? C'est connu. Dont la création est l'initiative de certains barons du régime. Donc il faut comprendre ça. Donc, c'est déjà fait. Quand vous dites détachement, c'est déjà fait. Sauf que, le président Paul Biya tient encore là-bas. C'est ça le problème. Il tient encore cette barre-là. C'est pour ça que ces barons n'ont pas le courage de franchir. Ceux qui ont voulu franchir la ligne savent comment ça s'est terminé. Ça s'est terminé. Parce que bon, ils deviennent toujours opposants quand ils perdent leur poste. Hein. Ils perdent leur poste, ils deviennent opposants. Donc, ils donnent des leçons à ceux qui sont dans l'opposition depuis 40 ans. Comme nous. En disant que c'est pire de soutenir que d'être ministre. Où on a appliqué pendant 7 ans la politique du président Biya. Nous qui avons soutenu le président, c'est plus pire. Alors que nous l'avons soutenu en refusant les avantages liés à ce soutien. Puisque nous n'avons jamais rien demandé. Donc, alors, pour que le cas que vous soulevez arrive, j'ai expliqué dans quelles conditions, malgré ce code électoral, on peut battre le président Biya. J'ai déjà parlé de ça ici. Malgré ce code électoral, on peut battre le président Biya. Il n'y a aucun code électoral au monde, quel que soit son caractère sophistiqué, qui peut s'opposer à la volonté d'un peuple décidé à en finir avec le régime. Ça n'existe pas. Un code électoral, c'est plus fort qu'une armée. Les peuples renversent les armées, non? Ils prennent le pouvoir et imposent leur point de vue. Donc, pour dire que j'avais déjà expliqué ici dans quelles conditions c'est possible. J'ai pris l'exemple du Sénégal sur Abdou Diouf. Je voulais vous rappeler que le Sénégal a été l'un des premiers pays africains à expérimenter les ajustements structurels. Dès que Senghor part du pouvoir, le Sénégal est confronté aux questions d'ajustement structurel. Vous savez que le propre des ajustements structurels, c'est la misère sociale et d'alimenter la colère sociale et la rupture des liens entre le régime et les populations. Alors, à un moment donné, Diouf était très contesté parce qu'il y avait les souffrances d'ajustement structurel. 2 fois, il a gagné. Mais la 3e fois, le SOPI, dans le cadre de la néocolonie française, la démocratie néocoloniale, Ouad avait réussi à structurer un mouvement socio-politique qui lui a permis de créer un rapport de force populaire tel que Diouf ne pouvait pas truquer. Alors, quand l'élection a lieu, le général qui était chargé de la sécurité du pays, c'est-à-dire de passer à ma force quand les unions ont dit le contraire, il a dit, monsieur le président, cette fois-ci on ne peut pas. Le pays va se casser. Pour sauvegarder l'essentiel de l'État, vous devez partir. Et Diouf a appelé Ouad, monsieur Ouad, félicitations. C'est ça l'histoire, c'est ça, c'est quand allez vous renseigner. Donc, la seule chose qui brise le carcan du code électoral, je répète, c'est la mobilisation populaire. Mais sur quoi allons mobiliser un peuple quand les perspectives fondamentales de sa libération ne vous intéressent pas? Pourquoi vous ne les voyez pas dans les combats sociaux? Ils ont les moyens de prendre ces combats-là en charge. Ils sont dans l'électoralisme, dans le buzz, dans les postures, machin comme ça. Et on croit qu'on va changer le code électoral d'un pays par son génie juridique. C'est de l'enfantillage. On change pas un code électoral par le génie juridique. On peut animer, on dit qu'au pays des aveugles, les bonnes sont rois. On peut animer, on peut faire l'animation électoraliste. Attendez à la veille d'une élection, on peut faire de l'animation. Mais croire que vous allez bousculer un système si établi seulement par votre génie juridique, ou bien parce que vous comptez sur l'extérieur, non, c'est de l'enfantillage. Ça marche pas dans ce régime. Donc voilà le problème. Mais sinon, les temps sont très mûrs, les contradictions du régime arrivent au bout. Et comment vous positionnez-vous maintenant? Je l'ai déjà dit. Vous revenez dessus encore? Pour nos internautes, parce que nous suivons la dynamique qui a cours dans le pays. Mon positionnement est panafricaniste et dialectique. Je répète encore.
Mon positionnement est panafricaniste et dialectique. Ça demande de la culture politique. Ceux qui aiment le bruit, ça va les énerver. Mais je m'en fous. Je dis, je m'en fous. Je ne cherche pas beaucoup d'arrêter. Le positionnement panafricaniste dialectique a fait ses preuves dans le cadre du combat panafricaniste. Ce qui nous reste, c'est de montrer que c'est possible au Cameroun. Et on me le dit tous les jours. Mais je dis, nous travaillons pour ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, c'est l'évolution des contradictions internes d'un régime qui prépare le lit de sa chute. En dehors d'une mobilisation populaire. Même si vous mobilisez un peuple et qu'un régime, ces contradictions ne sont pas mieux, il peut ne pas tomber. Hein. Parce que s'il est uni, bloc, il ne peut pas tomber. Si l'armée est unie autour de l'administration, autour du parti dominant et tout, il n'est pas tombé. Au Cameroun, on a une sociologie électorale, on a une sociologie en matière de la dynamique des populations qui constituent le pays. On a une sociologie qui est très complexe. Et les forces électoralistes, ça ne veut pas voir ça. Elle est très complexe. Et le régime sait jouer avec ça. On a un épisode qui est... Vous vous rappelez quand la question sur le tribalisme a commencé à avoir pignon sur lui, organisé par certains éléments du régime. Je vous avais dit quoi? Vous avez oublié. Rappelez-vous. Vous avez dit que bientôt, le chef d'État va sortir en quoi? En rassembleur, chantre de l'unité, garant de la stabilité. Je n'ai pas dit que c'est lui qui organisait. Hein. Non, ce n'est pas lui qui organisait. Mais connaissant très bien son système et les forces qui agissent, il savait très bien qu'ils vont s'agiter comme ça. Et il va sortir pour être le rempart. Mais la sociologie politique camerounaise montre que il ne faut pas jouer avec ça. Regardez les titres présidentiels. Disons, sur 15 tweets, je prends un exemple, je ne sais pas raconter, hein, par exemple. Il y a comment des tweets qui décrivent la problématique de l'unité nationale, de la cohabitation harmonieuse des ethnies, du dépassement ethnique. Il y en a plusieurs. Mais alors, c'est pas de sa faute si en face, ce n'est pas de sa faute si en face il y a des amateurs. Ce n'est pas de sa faute si en face il y a des amateurs. Donc notre démarche, c'est de nous positionner à partir de la maturation des contradictions qui travaillent dans le régime. Mes chers intervieweurs, vous croyez qu'on était bête de lancer le mouvement panafricaniste? Vous croyez que quand je fais un mouvement panafricaniste, je pense pas au Cameroun? Tant pis pour ceux qui pensent que le mouvement, le panafricanisme n'a pas de fait au Cameroun. Si ça n'a pas de fait, pourquoi les partis d'opposition camerounais sont si hostiles au panafricanisme? Pourquoi? C'est ça le fait d'abord. Donc l'impact est là. Deuxièmement, si vous voulez se connaître quel est l'endroit où on suit de près ce mouvement panafricaniste au sein du pouvoir? Parce qu'ils ne sont pas des idiots. Ils comprennent très bien où ça arrive. Et quand ils voient les résultats que nous avons obtenus, ils comprennent très bien. Donc, évolution des contradictions, on se positionne là-dessus en analysant, en travaillant des thèmes, en étant prêt au cas où. Et beaucoup de gens ne savent pas qu'on est prêt. Parce qu'ils pensent qu'être prêt, c'est faire le bruit. C'est maîtriser les dossiers de l'État. Et vous savez que dans le cadre du parti, nous travaillons nuit et jour sur ces questions-là. Vrai ou faux. Et enfin, l'élément le plus déterminant, je l'assume, le vrai Dieu. Moi, mon allié, c'est le vrai Dieu. D'autres ont la communauté internationale, d'autres ont l'argent, ils ont des réseaux. Je le connais, moi, nous ne sommes pas une puissance financière au sens où les gens l'entendent. N'est-ce pas? Nous ne sommes pas une puissance électorale, s'il faut compter les élus. Mais il faudra que les gens expliquent, in fine, pourquoi une force qui n'est pas puissante au niveau électoral, qui n'a pas l'assise financière du pouvoir et d'une certaine opposition, a changé l'Afrique. Il faudrait que les gens expliquent ça. Mais si on a changé l'Afrique, le Cameroun étant dans l'Afrique, le Cameroun changera. Et c'est avec ces propos que nous mettons un terme à cette interview. Merci, Monsieur le Président. Je dis merci à l'équipe technique. Je dis merci à ma coéquipière qui m'a accompagné dans le cadre de cette émission, la charmante Stéphanie. C'était également une émission très pédagogique, Monsieur le Président. C'est notre travail. Nous apprenons aussi. Nous disons également merci à tous nos internautes qui ont suivi avec attention tout le déroulé de cette émission. Et nous disons une fois de plus, merci Monsieur le Président, et à bientôt pour une nouvelle édition en direct sur la plateforme. Je vous en prie, je salue votre coéquipière. Moi aussi, je la trouve charmante.
Merci, Monsieur le Président.